Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci d'être venus dans cette salle Petra pour une thématique qui, je suis sûr, intéresse beaucoup d'entre vous, parce que c'est une thématique quand même du moment, on entend beaucoup parler. Donc on s'est dit, avec Manel ici présente, je vais essayer de se présenter après, qu'on souhaitait justement partager avec vous, en tout cas essayer d'ouvrir la réflexion sur le lien entre l'agilité et la durabilité. D'où notre titre, peut-on être agile sans être durable, et quand les critères de performance évoluent. Alors, très rapidement, vous avez ça déjà depuis ce matin, toutes les conférences, donc la liste des sponsors qu'on remercie bien évidemment. Voilà, je laisse regarder rapidement. C'est bon ? Bon, eh bien on peut passer. Si ça veut bien. Voilà. Là, un peu vite là. Oh là, il y a eu un petit décroché, je reviens. Bon, c'est pas assez les présentations, vas-y pendant que ça avance. Il y avait une petite slide avec nos photos et nos rôles, donc bonjour à tous. Elle ne veut pas passer. Merci d'être présent. Je suis Manaëlle, Head of Impact et Développement Durable au sein de Womanity. Et Eric, tu es ? Voilà, donc Eric, moi je suis co-leader de Womanity France. Et voilà, j'accompagne Manaëlle, qui est notre experte du sujet, pour la soutenir de mon mieux. Merci beaucoup. Bon, vas-y, hop. Je vous propose de commencer par un petit jeu. On sait qu'on part sur une présentation de 30 minutes, alors autant commencer avec le meilleur niveau d'énergie, d'autant plus que vous avez une grande journée qui vous attend. Donc je vais vous inviter à participer. Je vais vous poser une question. Si votre réponse est oui, je vais vous inviter à taper dans vos mains. Si la réponse est non, je vous invite à rester silencieux. On fait un petit test. Tapez dans vos mains si vous êtes venu en transport en commun ce matin. Ça marche bien. Ça marche bien. Ok, c'est bon, le test est validé. On va passer aux choses sérieuses du coup, si ça veut bien également. La question qu'on va vous poser, c'est qui parmi vous a entendu parler du rapport du GIEC ces dernières années ? Des initiés. Est-ce que certains d'entre vous se sentent conscients mais démunis face aux inégalités sociales en France qui s'accentuent ? Ok, on les a toujours. Question suivante, qui a entendu parler du risque de rationnement énergétique des entreprises évoqué début septembre et plus largement lié à la crise ? Ok. Et qui parmi vous pourrait m'expliquer en quoi consiste exactement le devoir de vigilance ? Ah, c'est là qu'on va en venir. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui, en partie. Aujourd'hui, vous êtes nombreux à remettre en question votre expertise, votre formation, votre savoir-faire, pour faire en sorte qu'ils ne deviennent pas obsolètes. Et aujourd'hui, force est de constater que les entreprises ne recherchent plus seulement une transformation agile, mais une transformation durable. On nous parle de plus en plus de Green IT, d'éco-conception, d'accessibilité digitale, mais concrètement, on ne sait pas vraiment comment ça s'incarne dans la gouvernance et dans les opérations des entreprises. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'aller dans les coulisses de ces changements et de regarder un petit peu comment ça se passe et comment ça s'incarne, comment le digital peut devenir un levier de transformation durable. Voilà, donc en une petite introduction, rapidement, on voudrait revenir quand même sur aujourd'hui la définition de la RSE. Si on regarde aujourd'hui le marché, on voit beaucoup d'incarnations dans les entreprises complètement différentes. Et donc, également beaucoup de stéréotypes. Donc le premier stéréotype qu'on veut mettre vraiment en lumière, c'est aujourd'hui la RSE n'est pas un super outil marketing, même si souvent c'est utilisé comme tel. La RSE, ça peut être en effet un super outil marketing ou un moyen de donner une certaine transparence, en tout cas de se montrer, de se faire voir. Ça peut être aussi, Eric ? Donc ça peut être également le moyen pour l'entreprise, finalement, de se transformer en super-héros. On va sauver le monde, on va faire plein de choses. Encore un stéréotype. Et la RSE, ça peut être, comme vous le savez toutes et tous, un super outil de greenwashing. On va essayer de cacher un petit peu l'affiche un jour. Ce qu'il y a de certain, c'est que toutes les entreprises aujourd'hui se positionnent sur la RSE. Elles s'expriment, mais parfois via des moyens qui sont très éloignés de leur cœur de métier. Or, la RSE, pour devenir un véritable levier de transformation, doit s'incarner au sein même du cœur de métier des entreprises et au sein de leurs équipes. Voilà, si on regarde un petit peu quelques chiffres en introduction, aujourd'hui, en termes de tendance sur le marché, on s'aperçoit que
D'après les sondages, aujourd'hui, 62% des jeunes Français et Françaises de 15 à 25 ans ne se projettent plus aujourd'hui à travailler dans les grands groupes, parce qu'ils les trouvent éloignés aussi de ces valeurs-là. Deuxième élément, on voit qu'il y a de plus en plus de Master of Science qui sont créés autour justement de cette thématique. Vous avez pu voir aussi dans les grandes écoles, certaines grandes écoles comme Paris Agrotech ou encore Polytechnique ou ce genre de choses, où aujourd'hui les étudiants qui sortent ont un discours qui aujourd'hui est profondément ancré dans l'écologie et la responsabilité sociale. Également, 2050, qui est quand même la date fixée aussi par la France et par l'Europe pour atteindre la neutralité carbone, reprise à tour de bras bien sûr par les entreprises, avec plus ou moins d'incarnation. Et quelques exemples qu'on peut voir naître ces dernières années, alors on a pris deux au hasard. Le premier, c'est la finance responsable, donc des entreprises qui naissent, qui sont pourtant en secteur bancaire, mais qui naissent autour d'un cœur de métier et de valeurs profondes autour du green, comme c'est le cas de Vingot, ou encore, pour ceux qui suivent un peu le foot et qui ont vu ça récemment, Le Quotidien qui a fait sa une pour boycotter la Coupe du Monde au Qatar. Donc on sent aujourd'hui ce mouvement, en tout cas dans la société, on sent que ce n'est plus une option, on voit bien que ce mouvement arrive dans les entreprises et justement on va essayer de décrypter un peu pourquoi. Merci. Donc en effet, ça s'incarne de différentes façons. Aujourd'hui, il y a différents types de RSE. Je vais vous présenter rapidement la taxonomie des stratégies RSE. Vous avez d'abord l'entreprise Friedman, profit for profit. L'objectif, c'est de faire du chiffre d'affaires, rien d'autre. Ensuite, vous avez la RSE dite cosmétique. C'est rien de plus qu'un terme technique. Il n'y a rien de négatif dans le terme cosmétique. Ce qu'on appelle cosmétique, c'est simplement que la RSE est un outil de branding où l'entreprise fait le minimum légal, mais elle le fait, et avec des activités qui sont éloignées de son cœur de métier. Donc par exemple, ça va être l'industrie bancaire qui va proposer du bénévolat pour aller s'occuper de chenilles canins, par exemple. C'est une activité RSE, mais qui n'a rien à voir avec son cœur de métier. Ensuite, vous avez les RSE dites impliquées. Donc vous avez la RSE périphérique, où là, la RSE est présente au sein de l'entreprise, dans la vie de l'entreprise. On commence à s'intéresser aux parties prenantes et à la valeur que la RSE peut leur apporter, que ce soit aux employés, aux actionnaires, aux fournisseurs, aux clients. Donc ça va être par exemple une RSE périphérique, une industrie qui va chercher à financer des projets durables en donnant de l'argent. Voilà, X milliers d'euros ont été donnés à telle cause. Ensuite, vous avez la RSE intégrée. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que la RSE intégrée n'est plus du tout périphérique, puisque les objectifs de performance de l'entreprise financiers sont contrebalancés par des objectifs sociaux et environnementaux. Donc on suit les KPI RSE de façon régulière, en plus des objectifs financiers. Donc là, ça va s'incarner, par exemple, à travers le mécénat de compétences. Ça fait partie du cœur de métier de l'entreprise. On propose à des employés de donner leur savoir-faire et leur expertise à des associations, par exemple. Et puis, vous avez la RSE BOP. La RSE BOP, elle s'intéresse aux 4 milliards d'habitants qui ont moins de $2 par jour. Et donc, les entreprises qui travaillent avec des RSE BOP, elles vont chercher à innover, à débloquer des enveloppes, à vraiment chercher à activer les leviers qui vont faire en sorte que les performances économiques s'accompagnent de performances sociales et environnementales réelles. Donc parmi les RSE BOP, on peut citer des entreprises qui travaillent dans le digital et qui travaillent sur le Green IT ou l'éco-conception, par exemple. C'est à 100% dans leur cœur de métier. Et puis enfin, vous avez l'entreprise sociale. On parle par exemple d'entreprises adaptées qui travaillent avec des personnes en situation de handicap. Voilà. Donc il y a cette taxonomie. Il y a une volonté des entreprises d'aller vers de plus en plus d'impact et un impact qui apporte de la valeur. Cependant... Juste un petit exemple par rapport à ça que je n'ai pas dit avant. Aujourd'hui, quand on regarde le marché français, on a aujourd'hui plus de 4000 entreprises qui se sont certifiées Bicorp, ce qui est quand même pas rien. Aujourd'hui, donc, il y a 145 en France, et il y a aussi 206 entreprises en France qui ont développé un statut d'entreprise à mission, avec plus ou moins de succès, bien évidemment. En tout cas, il y a cette volonté vraiment d'y aller, et de ne pas simplement rester dans quelque chose de cosmétique ou de périphérique, mais d'en faire vraiment un argument clé de la stratégie d'entreprise. Tout à fait. Donc,
comme tu le disais, il y a un changement de paradigme qui se fait au fur et à mesure. Mais quelles sont les motivations? Évidemment, il y en a plusieurs, mais il y en a une principale à retenir, c'est le renforcement des réglementations. Je ne vais pas toutes les passer en revue. On peut parler de la loi NRE qui encourage les entreprises au-delà de 500 employés et X milliers de chiffres d'affaires, en tout cas les entreprises qui sont cotées en bourse et qui sont réglementées, à proposer leur rapport annuel extra-financier. Donc là, on leur demande en fait de mesurer les conséquences sociales et environnementales de leurs activités. C'est de la transparence, tout simplement. Il y a aussi la loi sur le devoir de vigilance. On en parlait de cette fameuse loi du devoir de vigilance. Eh bien, cette loi oblige les entreprises qui font plus de 10 millions de chiffres d'affaires avec plus de 5000 employés à non seulement vérifier que leurs activités n'entachent pas l'impact social et environnemental en externe, mais sont aussi capables de contrôler leurs fournisseurs. Je m'explique. Un grand industriel dans le textile, par exemple, qui prétendait il y a quelques années ne pas faire travailler des enfants dans des pays en développement, ne peut plus aujourd'hui se sentir intouchable. Aujourd'hui, on le considère coupable. C'est le devoir de vigilance. Je contrôle mes activités, mais je suis vigilant aussi sur mes fournisseurs et les entreprises avec lesquelles je travaille. Et puis enfin, vous avez la loi Pacte. C'est la loi Pacte que tu évoquais, donc grâce aux entreprises à mission, où on intègre la dimension sociale au sein même de la raison d'être de l'entreprise, ce qui est nouveau. Ça place la France à l'avant-garde des pays qui intègrent ce genre de statut au sein même de la gouvernance des entreprises. Womenity est un groupe qui travaille sur plusieurs pays et en tant que Head of Impact, je vous confirme que les réglementations françaises sont bien plus poussées ici que dans d'autres pays. Évidemment, il y a d'autres travaux qui sont en cours, mais là-dessus, la France est vraiment à l'avant-garde. Donc cette législation, elle met une petite pression aux entreprises, soyons honnêtes. Elles doivent se mettre au diapason pour pouvoir rendre des comptes à ceux qui les auditent. Donc il y a une mutation qui est rendue nécessaire. Elles ont ce sentiment d'urgence. On parle souvent de sentiment d'urgence pour pouvoir changer. Donc à ce moment-là, comme elles se sentent moins légitimes pour le faire elles-mêmes, ces changements, elles font appel à l'aide, donc à des fournisseurs, par exemple à des cabinets de conseil, qui vont les aider dans la gouvernance, les process et les pratiques. En revanche, certaines d'entre elles décident d'aller un petit peu plus loin. Elles ne se cantonent pas à la réglementation, elles vont vraiment dans une envie de pouvoir évoluer, de pouvoir changer. C'est le cas de Danone. Vous avez certainement entendu parler du cas de Danone récemment, qui cherchait à devenir une entreprise à mission, labellisée Big Corp. Beaucoup disent que ça a été un échec. Moi, je trouve que ça a plutôt été une réussite, dans le sens où ça met en exergue la limitation de cette législation qui est en fait encore en construction. Ce qui s'est passé, et comme l'explique très bien Pierre-Yves Gomez, qu'on cite dans la slide, c'est qu'on ne peut pas devenir une entreprise responsable si les actionnaires ne sont pas responsables. Aujourd'hui, dans le cadre législatif, peu importe la volonté des dirigeants d'aller sur du durable ou les projets de transformation qu'ils sont en train de mener, les actionnaires ont un pouvoir qui est extrêmement fort, extrêmement important. Et ça, le cadre législatif de la loi Pacte ne le protège absolument pas. C'est-à-dire que si vous êtes un actionnaire qui vient d'arriver au sein d'un grand groupe, vous avez autant de poids que les dirigeants. C'est pour ça qu'il y a quelques solutions qui sont proposées, donc notamment abaisser les seuils de déclaration de 5 à 1,5% au capital, ce qui veut dire qu'il y a davantage de répartition du pouvoir au sein des actionnaires et des dirigeants. On rend le droit de vote qui est proportionnel, c'est-à-dire que si vous venez d'arriver au sein de l'entreprise, votre vote ne doit pas avoir autant de poids que des dirigeants ou des équipes qui sont là depuis une dizaine d'années. Pourtant, aujourd'hui, que vous soyez actionnaire ou dirigeant, le poids du vote est le même. Et puis, changer nos critères d'évaluation de la performance, on va y venir tout de suite après. Donc, pour étayer un petit peu tout ce qu'on va maintenant voir dans le détail, on s'est posé la question, en tout cas, de tout ce qu'on vient de se dire, comment ça se traduit dans l'opérationnel. Alors, comme on n'est pas une entreprise de sondage, comme on n'a pas non plus la possibilité d'avoir un panel trop large, on s'est dit, faisons-le déjà, nous, avec nos propres clients, pour voir un petit peu comment ça se passe aujourd'hui, sachant que là, on couvre une vingtaine de corporates qui, aujourd'hui, ont lancé leur transformation.
Donc on s'est dit, est-ce qu'aujourd'hui, quelques questions simples, on voit qu'il y a un impact dans les entreprises au niveau des critères RSE, et donc la prise en compte de ces critères RSE. Donc on constate qu'au global, dans ce panel représentatif, France et étrangers, on a près 70% des entreprises qui prennent en compte ces critères en France. Et on a également sur les transformations, alors qu'elles soient donc des transformations agiles seules ou des transformations agiles intégrées dans une transformation un peu plus globale, à peu près la moitié des entreprises qui aujourd'hui intègrent des objectifs extra-financiers. Donc pas simplement des gains de performance et d'efficacité, mais qui vont chercher bien autre chose, que ce soit quand on est vraiment sur le numérique, de la sobriété par exemple, au travers de tout ce qui est impact carbone, etc., que ce soit au niveau aussi de la QVT, donc la qualité de vie au travail, voir un petit peu comment on peut améliorer le poste de travail du collaborateur, que ce soit au niveau de l'expérience collaborateur ou de l'expérience du client, comment on peut améliorer sa satisfaction. Donc aussi se soucier finalement de critères qui sont un peu plus intangibles que simplement les critères de performance des projets et des services. Mais c'est vrai que globalement, quand on regarde aujourd'hui les statistiques, alors nous, ce qu'on observe, et également des statistiques qui ont été relevées dans l'ESG Strategy Survey Global Data 2022, on voit qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on a à peu près 69% des entreprises qui mettent l'accent sur la dimension plutôt écologique par rapport à la dimension sociale. Quelque chose qui est plus facile finalement, ou en tout cas plus facile à prendre en compte ou à intégrer, ou en tout cas sur lequel on a une plus grande pression, et qui ne tire pas forcément de la complexité de l'organisation et de l'humain dans l'entreprise. Donc on s'aperçoit qu'il y a des initiatives des deux côtés, mais que ça reste majoritairement aujourd'hui des initiatives autour du Green IT, la sobriété du numérique, etc., etc. Avec quand même de l'accessibilité du numérique qui est aujourd'hui très forte, notamment sur la partie inclusion, engagement, etc. Et de plus en plus, bien sûr, d'actions qui sont faites sur les salariés dans un monde où aujourd'hui ça bouge pas mal. Il y a beaucoup de sollicitations, il y a le big quit, etc. Donc c'est devenu de plus en plus important pour les entreprises de faire attention à ce capital humain. Et si on regarde en effet les tendances 2021 qui se poursuivent sur 2022, aujourd'hui il y a à peu près 4 grandes tendances. La première, c'est la gestion des attentes clients. Plus que jamais, l'entreprise est soucieuse de l'image qu'elle renvoie à l'extérieur et de la prise en compte de ces critères par rapport à ses clients. Ce qui a forcément un impact derrière sur les produits et les services. Quand vous créez un produit, que ce soit un produit digital ou autre, même avec des démarches agiles, les exigences liées à ça deviennent de plus en plus prégnantes. Et on mesure aujourd'hui une volonté, on observe une volonté de mesurer, par exemple, l'impact carbone d'une solution digitale qui est mise sur le marché. Autre élément, je disais, donc, c'est la mise en place de dispositifs en faveur de la santé, de la sécurité et de la qualité de vie au travail. Donc là, il peut y avoir pas mal de choses. Il y a aussi des choses périphériques, où on va retrouver en effet la cafétéria qui a des produits de saison, par exemple, le tri sélectif, les éclairages, etc., qui n'est pas tant lié à la production elle-même des produits et des services, mais qui aujourd'hui a un impact quand même sur l'interne de l'entreprise. On va retrouver aussi la gestion des impacts environnementaux eux-mêmes sur l'entreprise dans sa globalité. Donc il y a les produits d'un côté qui sont liés aux attentes des clients, mais il y a aussi comment l'entreprise elle-même va mesurer son empreinte carbone au global. Il ne s'agit pas juste de la production du produit, ça c'est une bonne nouvelle. C'est aussi comment derrière le produit est exploité par les utilisateurs, comment il est mis à disposition et quel impact il peut avoir sur toute cette chaîne de valeur lors de sa vie, et pas juste au moment où il est produit. Et puis le devoir de vigilance, on l'a évoqué tout à l'heure, ça plus que jamais, surtout si certains d'entre vous aujourd'hui font de la prestation de service ou du conseil, vous allez vous apercevoir que les politiques achats évoluent de plus en plus en ce sens et que les critères RSE n'ont jamais été, n'ont jamais été aussi demandés aujourd'hui, aussi importants, n'ont jamais eu autant de poids dans les achats dans les entreprises. Et du coup, aujourd'hui, on observe l'émergence d'achats responsables. Alors ça peut paraître bizarre, dit comme ça sur le papier, mais comme l'évoquait Manel tout à l'heure, les entreprises ont un devoir de sécuriser leurs activités et d'être, en tout cas de ne pas aggraver ou plutôt d'améliorer l'impact social, l'impact environnemental. Et aujourd'hui, ça se retraduit naturellement via le cadre réglementaire sur les achats, qui est le premier inducteur aujourd'hui de la mise en œuvre de ces démarches RSE. Quand on regarde, alors je ne l'ai pas dit avant, mais quand on regarde aujourd'hui dans notre panel aussi sur, par exemple, la Belgique, où on a quand même quelques équipes là-bas, on voit que la pression est moindre d'un point de vue réglementaire. La France, de ce point de vue-là, pousse énormément pour que du coup les entreprises soient soucieuses de ça. Après, les moyens, c'est autre chose, la déclinaison, c'est autre chose, mais en tout cas, on sent une pression réglementaire beaucoup plus forte, parfois même très forte. Et donc, dans ce qu'on observe nous-mêmes, toujours dans ce panel-là, c'est que 45,5% de ces entreprises challenge leurs fournisseurs sur au moins un critère lié à l'accessibilité numérique.
56% challenge leurs fournisseurs sur au moins un critère lié à l'inclusion, la non-discrimination ou le handicap. Et on a finalement 64% qui challenge leurs fournisseurs sur au moins un critère relatif au Green IT, l'éco-conception, l'éco-design et la sobriété numérique. De plus en plus, on demande même des certifications en plus. Donc on voit bien que tout est en train d'évoluer et que l'impact en interne dans l'entreprise, forcément, commence à se voir, en tout cas sur les équipes opérationnelles. Vous avez mis quelques exemples de groupes aujourd'hui qui ont bien renforcé leurs exigences sur les dernières années et d'autres qui aujourd'hui sont très impliqués par rapport à ça. Finalement, on voit que c'est quel que soit le secteur, quelle que soit les typologies d'entreprise, on a quand même derrière une volonté très forte d'aller vers ces éléments-là. Voilà, mais finalement, pour revenir à la question initiale, peut-on être agile sans être durable? Alors, aujourd'hui, on voit bien l'agilité, déjà, pour beaucoup, c'est quand même la capacité d'adaptation de l'entreprise. S'adapter et s'orienter vers de la valeur. Aujourd'hui, être agile, c'est bien prendre en compte toutes les dimensions, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et il nous paraît inconcevable d'être agile si on ne cherche pas à rendre l'entreprise durable. On ne peut pas simplement s'accorder sur les critères en effet économiques. On se doit aujourd'hui de prendre en compte toute la complexité qu'il peut y avoir, ce qui est un principe même de l'agilité, aligner les contraintes quand on crée des produits et des services pour les utilisateurs, pour les clients, pour les parties prenantes. On se doit de tenir compte de toutes ces contraintes. On le voit même dans le cadre de l'IT, par exemple, l'émergence d'exigences non fonctionnelles qui sont liées, par exemple, sur l'infrastructure, par exemple le cloud, ou sur les télécoms. On voit bien qu'aujourd'hui, on veut mesurer l'empreinte carbone de plus en plus de ces outils informatiques au sens large, ces infrastructures au sens large. On voit aussi sur le système d'information, maintenant, de plus en plus, dans les exigences non fonctionnelles, une mesure de la quantité de données qui transitent entre les systèmes. Puisque quand ça transite, ça nécessite du calcul, ça nécessite encore d'infrastructures, etc. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus d'impact à ce niveau-là qui s'intègre dans les transformations, qu'elles soient agiles ou plus globales. Également sur les critères de performance de la transformation. Donc j'ai évoqué tout à l'heure que beaucoup d'entreprises mettent en place des critères autres que financiers. Et on voit par exemple la mesure de l'impact carbone. Donc c'est mesuré à la fois sur une activité, c'est mesuré sur la production d'un produit, ça peut être mesuré sur un service. Et aujourd'hui, des entreprises, dans leur transformation, incluent ce volet-là et demandent à réduire l'empreinte avec une trajectoire plus ou moins lointaine. Et c'est quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'agilité vient du digital et que le digital représente quand même 5% des gaz des émissions de gaz, effet de serre, je vais y arriver. Voilà. Autre élément très important, c'est vraiment toute la partie mesure des indicateurs sociaux, la perf RH. Pareil, l'agilité a un rôle dedans. Quand on est dans l'agilité, on est là pour donner du sens, on est là pour accompagner les équipes à reprendre les leviers finalement en face des objectifs qui sont smart, qui sont orientés vers l'entreprise et vers les clients. Donc on comprend dès lors que l'agilité a un impact fort sur cette dimension plutôt sociale. Et puis le dernier point, et pas des moindres, c'est la mesure de la qualité de l'expérience perçue. Dans la plupart des transformations, on mesure, avec plus ou moins de succès, la satisfaction des parties prenantes, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, on sent qu'avant c'était juste un critère comme un autre, on sent aujourd'hui que ce critère se décline davantage avec des éléments plus tangibles, mesurables, et qui parfois peuvent prendre le pas dans les décisions par rapport à des critères purement financiers. Donc ça, c'est aussi une évolution qu'on voit dans les transformations. Donc finalement, faut-il être agile pour être durable ou durable pour être agile? L'agile, c'est avoir du sens, de la cohérence, créer de la valeur pour les parties prenantes et surtout le faire en toute transparence. Donc aujourd'hui, notre réponse, c'est que l'entreprise, non pas de demain, mais d'aujourd'hui, celle qui transpose le développement durable au sein même des critères de performance de l'entreprise. Et ça, on n'est pas les premiers à l'expliquer. J'aurais aimé, mais c'est John Elkington qui l'a fait en 1994. C'est le premier consultant à avoir créé Sustainability, qui est une agence de conseil britannique, et c'est surtout le premier à avoir intégré le développement durable au sein même des critères de performance de l'entreprise en prenant 3 critères. Et je vous invite en effet à les retenir. C'est les 3 P, ou la triple bottom line en anglais, People, Planet et Profit. Aujourd'hui, on est convaincus que ce sont ces 3 critères de performance qui vont permettre aux entreprises de devenir véritablement agiles et donc durables. Merci beaucoup. On a une dernière petite suggestion à vous faire. Je crois que c'est sur la slide suivante.
Il y a une citation que j'aime beaucoup de Gandhi. Alors oui, on peut toujours critiquer ou aimer ce genre de citation, mais Gandhi a une phrase qui résonne beaucoup, en tout cas en nous, c'est « incarne le changement que tu veux voir dans le monde ». Voilà, c'est celle qu'on a choisie. Le changement, il commence par nous-mêmes. Si on est 7 milliards d'habitants sur Terre à faire notre part, c'est à ce moment-là que le monde changera. Donc nous, on vous invite à choisir la vôtre de citation et à vous demander celle que vous aimerez partager à vos collègues, à vos amis, à vos clients. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup.